Ok, bonjour. Donc, je vais vous présenter le projet LibreCube, qui est un projet d'open sourcing de l'espace, d'open sourcing des missions spatiales. Donc ici, j'ai préféré commencer par une petite image d'un des derniers lancements qui a eu lieu depuis la station spatiale. On voit deux CubeSats qui ont été relâchés dans l'espace sur une orbite déterminée. C'est juste pour vous donner une idée de la taille de ces petits satellites, si vous avez une idée de la taille de la station spatiale, évidemment. Donc il s'agit de satellites, de petits CubeSats ou d'assemblements de cubes de 10 cm de côté. Donc le projet LibreCube est un projet d'open source pour les missions spatiales. Donc, je m'appelle Redouane Boungar, je suis docteur en robotique et intelligence artificielle et je travaille à l'Agence spatiale européenne au centre des opérations. C'est là où j'ai rencontré Arthur Scholz, qui a commencé le projet LibreCube il y a 2 ans maintenant et qui commence vraiment à prendre de l'ampleur avec pas mal d'acteurs et de candidats, de contributeurs. Donc, l'idée, enfin, on peut imaginer dans le futur qu'on se connecte à Internet, qu'on télécharge des plans, qu'on commence à produire et à assembler un mini-satellite, une mission, parce qu'on n'assemble pas seulement le satellite, mais il faut aussi des stations au sol, qu'on intègre et qu'on teste le tout aussi avec des outils fournis, open source, et puis qu'on le lance avec des lanceurs qui partent tous les dimanches, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'un CubeSat ? Est-ce que certains connaissent le CubeSat ? Qui ne connaît pas de CubeSat ? Ok. Parfait. Qui fait de l'architecture? Presque pareil. Ok, un CubeSat, donc c'est une unité de 10 cm de côté. Donc c'est un mini cube. Ici, on en a un qui est un double cube, parce qu'en général, quand on veut faire une mission un peu plus avancée, on a besoin de charges utiles un peu plus importantes, et du coup, comme des caméras ou de la radio un peu plus avancée. Donc, on rajoute un cube, mais parfois, on en rajoute même 3. Ça existe depuis plus de 15 ans, c'est faible coût et ça s'interface très facilement avec les containers qui sont dans les lanceurs. Donc, et ces containers ont justement des îlots de 10 cm de côté qui permettent d'insérer ces CubeSats. Et donc c'est facile à lancer. Dès que le troisième étage du lanceur arrive en orbite, il relâche, il pousse ces CubeSats et ils partent sur leur orbite. Et il reste plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça dépend de la mission. Donc l'origine du CubeSat vient d'une université américaine, du professeur Twiggs, qui voulait faire un travaux pratique avec ses élèves et qui voulait montrer l'ensemble du process, du design jusqu'à l'opération du satellite. Donc il a pensé ce petit cube dans lequel on assemble tout ce qui est nécessaire pour un satellite, donc pour faire le développement, le test, le lancement et puis l'opération d'une mission spatiale. Donc, au début des années 2000, on n'avait que quelques lancements, mais depuis 2013, on a eu un boom de l'utilisation des satellites, qui est dû à l'utilisation commerciale des satellites, de ces mini CubeSats dans différents domaines, notamment dans la télécom. Et donc, depuis, cela ne cesse d'augmenter. Et un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas trop d'échanges entre les communautés qui font ces CubeSats. Pourtant, on a beaucoup d'acteurs, donc nanosats.eu, qui est un site sympathique pour récolter des satellites sur les CubeSats, ceux qui ont réussi, ceux qui sont en vol, etc. Je vous le conseille si ça vous intéresse. On y recense plus d'une centaine d'acteurs qui sont de tout type, des startups, des grandes compagnies, qui travaillent chez Airbus là d'ailleurs. Personne ? C'est bien. Enfin, je veux dire, ça arrive. Ils sont très sympas d'ailleurs. Et donc on a différents segments liés au CubeSat, donc qui sont des compagnies qui offrent des produits tout prêts, donc à assembler. Des compagnies qui offrent des services de lancement, évidemment, donc si vous avez des gros chèques, c'est pratique. Donc des compagnies qui servent des CubeSats pour faire de l'éducation, c'est aussi ça. Et aussi des compagnies qui vous gèrent votre mission. Donc voilà.
Ici, donc, on a une petite note de frais. Donc, la dernière ligne n'est pas le total, hein, c'est juste l'unité caméra qui fait 11 000 €. Donc, ce sont des prix à peu près moyens de ce que vous pouvez trouver en ce moment. Le problème, c'est que si vous avez des marques différentes, il pourrait qu'ils ne s'associent pas ensemble. Donc, il faut faire attention. Et justement, on a une petite contrainte sur les prix. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Enfin, quand on veut faire un CubeSat, on est obligé de prendre une marque et d'acheter tout chez la même marque. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Le truc qu'on observe, c'est qu'on a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le taux de succès. Donc, on a un CubeSat sur deux qui fail, donc en échec. Non, ici, en jaune et en vert, on a les missions qui ont terminé en vert et les missions en jaune qui sont encore en cours. Donc ça, c'est les missions qui ont réussi. On voit que sur la totalité, on a un peu moins de la moitié. Ce qui est intéressant, c'est en rouge et en orange, où on a des satellites qui ont été perdus dès la sortie du 3e étage et d'autres satellites qui ont été perdus peu après la mise en orbite. Je vous en prie, installez-vous. Et donc, il y a plein d'autres missions où carrément le lancement a échoué, donc pas d'espace pour cela. On a différentes répartitions d'utilisation de ces CubeSats, de différents propriétaires de ces CubeSats. On avait une baseline depuis le début constituée des universités. Donc, comme c'est né dans une université, ça continue à être utilisé dans les universités. On a encore au jour d'aujourd'hui, plein de projets dans les universités. Mais on a ce boom commercial qui risque peut-être de nuire un peu à ce qui se passe côté universitaire. Donc, on a ces différences entre la science et le business, qui sont variés, on les connaît à peu près tous. Donc en science, on veut promouvoir le savoir, tandis qu'en business, on veut promouvoir le profit. D'un côté, on a la collaboration, de l'autre, de la compétition. D'un côté, du partage, de l'autre, de la protection, du cloisonnement. Et d'un côté, on offre pour la société, de l'autre, pour la compagnie. Cela dit, des deux côtés, on a toujours du cloisonnement. Alors, de deux faits. Hein. De fait parce qu'on veut des cloisons, et de l'autre parce qu'on ne sait pas comment collaborer. Donc le projet LibreCube est là justement pour casser ces cloisons, essayer de montrer aux gens que ça ne sert à rien de repartir d'une feuille blanche parce que bon, vous allez perdre votre temps et non seulement vous allez encore tomber dans ces taux d'échec catastrophiques, et qu'en plus les universités ont plein de projets, mais elles font tout dans leur coin, ou en général, elles utilisent, comme je vous ai dit, un satellite d'une même marque, où elles essaient de refaire les choses. C'est pas évidemment, c'est pas facile d'interopérer tous ces petits modules. Donc, ce que le projet LibreCube ramène ici, c'est la révolution open source. La révolution open source, elle est partout. Sans elle, on n'aurait pas nos petits téléphones Android, ni même ce système iOS. Donc pourquoi pas dans l'espace? Ça nous permet de partager plusieurs choses, hein, la force de travail, la charge de travail, le coût et les bénéfices de tout ça. Donc on a plusieurs avantages. On augmente la fiabilité des choses en partageant. On augmente la capacité de customiser ce qu'on veut faire. Et dans tout ça, on a de l'innovation à travers la collaboration, et au fur et à mesure, on réduit les coûts parce qu'on cherche des solutions. Le système D est toujours présent. Donc, comment en open source ça se passe? Donc, le projet LibreCube ici, vous avez une frame, donc un cube de 2 unités qui a été imprimé en 3D par une boîte spécialisée. Voilà. Open source ne veut pas dire pas de business, donc il y a toujours des choses qu'on fait faire ou qu'on utilise. Le projet a démarré sur le remplacement de communication entre les circuits, parce que c'était le problème majeur. Donc le bus scan qui est utilisé dans
dans l'industrie automobile est un bus très robuste, mais il n'était pas beaucoup utilisé côté satellite, ni même CubeSat. Et donc le projet LibreCube part de ce bus pour rendre les choses plus robustes. On a différents... Ensuite, ici sur l'image, vous avez... ce sont des photos, hein, pas des rendus, à part la frame 3D que vous voyez derrière. Donc vous avez ici le processeur. Juste à côté, vous avez la partie alimentation. Puis après, vous avez différentes choses comme la radio et le contrôle d'attitude. Et tout ça est open source, c'est-à-dire que vous pouvez le recréer vous-même, vous pouvez refaire ces circuits, les réimprimer, etc. Et ce qui est important, c'est l'interopérabilité. Donc les buts du projet, là, nos différents buts sont d'augmenter cette collaboration entre nous, entre tous les acteurs, de promouvoir cette standardisation qui est importante pour collaborer, pour interopérer, et surtout de promouvoir tout ce qui est gratuit et open source, parce que ce n'est pas seulement créer un microprocesseur, un bus open source, mais c'est aussi savoir comment on le fait. C'est-à-dire qu'on l'utilise, on le crée avec des logiciels open source. Donc tout est open source depuis la création. Et donc le but de tout ça, donc, pour pouvoir coopérer, il faut créer une architecture de référence sur laquelle tout le monde peut s'appuyer. Donc depuis 2014, ce projet existe. On a actuellement plus de 65 membres. 11 projets sont en ligne sur le site librecube.net que je vous invite à visiter. On a plus de 25 pays qui sont dans la danse et des centaines d'idées, donc n'hésitez pas à venir. Donc cette architecture de référence, elle part du segment espace, du segment sol et du satellite, de ce qui compose le satellite, qu'est-ce que ces choses doivent faire, qu'est-ce qu'elles ont en entrée, qu'est-ce qu'elles doivent fournir en sortie, et pas comment on doit les faire. C'est-à-dire que ici, par exemple, l'élément d'alimentation, le power, doit vous fournir un certain ampérage, un certain voltage, etc. Si vous avez dans votre satellite, je ne sais pas, une mission qui doit réchauffer l'espace, donc vous avez un gros radiateur, vous devez avoir beaucoup d'énergie, vous allez prendre une alimentation qui est standardisée, qui a suivi l'architecture LibreCube par exemple, et vous allez pouvoir l'interconnecter avec vos systèmes parce que vos systèmes ont besoin de beaucoup d'énergie sur un petit laps de temps ou peu d'énergie sur un long laps de temps, etc. Donc ça dépend de ce qu'on veut, de ce dont on a besoin. Donc ici c'est assez général, mais ça permet d'interopérer l'ensemble des éléments. Et ce qui est important, c'est que cette modularité va rendre l'ensemble compatible avec plein d'autres éléments. Donc ça permet aussi de pouvoir construire sa propre mission comme on le sent. C'est-à-dire si on veut observer la Terre, on veut brancher une caméra, il faut que ce soit possible. Si on veut observer l'atmosphère à haute altitude, il faut pouvoir brancher un capteur d'éléments chimiques dans l'atmosphère. Donc tout ça doit être rendu possible. Donc pourquoi participer? J'ai 3 volets ici, un pour l'industrie. Pour l'industrie, c'est assez simple, enfin c'est assez évident en soi. On a une barrière d'entrée qui est très basse. C'est-à-dire que tout est fait pour que ce soit facile de commencer un projet de CubeSat. Ensuite, la communauté LibreCube, il y a plein de gens qui ont l'expérience de CubeSat. Plusieurs personnes ont déjà lancé des missions CubeSat. Donc, ça permet de se connecter avec des gens expérimentés dans cette communauté. Ensuite, les industriels qui sont proches de la communauté peuvent devenir fournisseurs. Donc, fournisseurs de boards qui construisent suivant les références, standards, etc. Toujours en restant open source, et fournir aussi des services de test, de manufacturing. Ici, comme ici, la frame a été construite par un acteur extérieur, issu de l'industrie. Pour les académiques, donc c'est très pratique pour tout ce qui est apprentissage, pour créer vos travaux pratiques. Tout est fait pour. Ensuite, ça permet d'avoir une collaboration internationale avec l'ensemble des partenaires. On a plus de 25 pays, donc ça devient intéressant. Et vous pouvez construire votre mission satellite rapidement, sans repartir de la feuille blanche également. Pour les individuels, donc, vous
pouvez travailler avec n'importe qui à travers la Terre. Et puis si vous avez un intérêt pour l'espace, qui soit de l'électronique, de la science, de la programmation ou même du design, vous pouvez participer à la communauté. On a plein de gens qui ont besoin, par exemple, d'électroniciens, d'autres qui ont besoin de gens qui savent faire des structures 3D, qui savent les imprimer. Dans une mission, on a aussi besoin de promouvoir la mission. Donc on a besoin de faire des rendus 3D, par exemple, des vues d'artistes. Donc ça peut être... l'éventail est assez large des gens qui sont dans la communauté. Donc voilà, je vous invite à rejoindre la communauté en allant sur librecube.net, en vous inscrivant. Vous avez aussi une mailing list, vous avez tout ça en vous inscrivant sur le site. Vous avez aussi un Twitter, pardon pour la photo. Hop. Voilà, et si vous avez des questions, je suis là. Donc n'hésitez pas à me noyer de questions. Merci. Donc alors, est-ce que j'ai une petite question? Qu'est-ce qu'on fait de ces missions? Ah, le micro. Pardon, je ne suis absolument pas de monde de... C'est pas grave. Quel type de mission on peut faire? C'est quoi la mission? Oui, ça c'est... Première question qui probablement tout le monde pose, non? Oui. Alors, il y a tout un éventail de missions qui ne sont pas vraiment possibles à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on est sur une très petite structure. Donc observer la Terre, ça se fait, mais ça reste de l'ordre de la webcam. On va pas aller regarder les voitures de très proche. Parce que je ne sais pas si vous avez cette expérience avec votre appareil photo, vous zoomez à l'autre bout de la salle et vous essayez d'être stable sur le visage de quelqu'un, c'est super dur. Là, imaginez qu'il est à 400 km. Donc quand il sort du lanceur, il faut savoir que le satellite, il tumble. Donc il est en train de tourner, donc il faut qu'il se stabilise sur les lignes de champ magnétique. Donc tout ça, ça veut dire avoir des bobines à l'intérieur, donc ça prend de la place. Et le problème, c'est que le reste de la place, il faut l'utiliser justement pour le corps de la mission. Donc la majeure partie des missions, pour l'instant, c'est du télécom. C'est-à-dire qu'on va retransmettre des données, on va communiquer avec l'espace et on va retransmettre des données. Ensuite, on a des gens qui mettent des petites caméras. Donc là, on commence à avoir des petites observations de la Terre, mais on a aussi des gens qui embarquent sur des CubeSats un petit peu plus grands, des poches de nanosat, donc qui ont la taille de pièces de 2 euros. Ça, c'était un projet qui a malheureusement échoué, mais le but, c'était d'éparpiller ces pièces de 2 euros qui sont des capteurs magnétiques qui permettaient de mapper le magnétisme de la Terre. Ça, c'est super intéressant pour les gars qui font de l'espace. Au centre des opérations, j'ai discuté avec plusieurs opérateurs qui m'ont dit « Ouais, c'est super bizarre, on a des fluctuations radioélectroniques qui sont inexpliquées là pour l'instant. Et c'est très bizarre, ça apparaît au moment de Noël. » Donc ouais, c'est bizarre. Donc le type de mission qu'on peut faire est varié et ça ne dépend que de la technologie qui peut exister au moment où vous décidez de faire la mission. Ouais. Une autre question, est-ce qu'on a des étudiants dans la salle? Oui, une petite question. Le micro, où est le micro? Ah, il est là-bas. Bonjour. Moi, j'ai pas pu assister à toute la présentation étant bénévole, désolé. Alors, je te la refais. Attends. Ouais, non. Je voulais savoir du coup, si vous aviez lancé des missions, comment est-ce que vous obteniez des créneaux pour envoyer les satellites et éventuellement le placer à un bon endroit? Ouais, ça c'est une très bonne question. Comment on obtient les créneaux pour lancer les satellites? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un mouvement souterrain de pirates qui essaie de s'accrocher. Non, c'est pas vrai. Ça aurait pu. Mais pour l'instant, donc, on a des gros projets universitaires donc, qui ont des accords gouvernementaux, qui ont des places dans des lancements. Et ce qui se passe en général, c'est qu'il y a un lancement d'un gros satellite et que juste derrière, il y a quelques CubeSats qui suivent, ou juste devant, pour éviter de tomber dedans. Parce que comme je montrais un peu plus tôt, il y a un quart des missions qui deviennent des débris spatiaux, donc il faut faire attention quand même. Mais en règle générale, voilà, si vous êtes associé à l'université, vous avez peu de problèmes avec le lancement. Ceci dit, maintenant, on a SpaceX, on a Astrobotics, si je ne me trompe pas,
toutes ces entreprises là qui sont nées, toutes ces startups qui sont nées de SpaceX et du X-Prize de Google, qui vont un peu révolutionner l'industrie du lancement. Donc on va avoir, c'est pour ça qu'au début je disais, on risque d'avoir des lancements tous les dimanches par exemple, ça va être super démocratisé. À partir du moment où vous avez validé votre mini-satellite, vous partez dans l'espace pour une centaine d'euros par exemple. Je sais pas, on verra. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça reste à travers les universités et il y a aussi des concours parfois. Vous regardez les concours de l'ESA ou de la NASA. Il suffit de proposer des projets et puis vous êtes accepté, vous avez gagné un lancement. Ah oui, vous avez aussi ces cargos qui arrivent sur l'ISS et qui sont lancés à partir de l'ISS. Ah, petite question tout au fond là. Un grand bras. Ouais, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais combien de missions vous avez déjà lancées, enfin, est-ce que vous avez déjà lancé des missions, et si oui, combien? Et aussi avoir un ordre d'idée du temps nécessaire pour développer la mission de A à Z avec votre concept. Oui, pour l'instant, le développement d'une mission, ça peut prendre plusieurs années. En général, je crois que c'est 4 à 5 ans. Là, il y a l'université de Suède, qui est en train de construire un CubeSat. Là, ça va assez vite. Ils collaborent pas mal avec nous pour justement être contributeurs de tous ces standards, de l'open source. Mais j'ai pas vraiment de réponse pour l'instant car on débute. Donc on n'a pas vraiment lancé de mission LibreCube, si tu veux. Donc, mais il y a des gens qui utilisent LibreCube, ça commence déjà. Donc ils utilisent LibreCube pour une sous-partie de leur satellite. Mais ça commence déjà, donc, parce que ça rend les choses plus fiables et plus robustes. Une autre petite question? Ah, petite question. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible de récupérer son LibreCube une fois que la mission elle est finie, ou est-ce que c'est forcément un débris spatial? Ah, c'est une bonne question ça, hein, parce que c'est vrai que si on a des débris spatiaux, il y a plein de projets là, à l'ESA, on a plein de réunions en interne, de petites présentations, des projets un peu foufou enfin maintenant, mais plus tard, pourquoi pas, d'aspirateurs, enfin de satellites qui vont récolter les débris spatiaux. Mais c'est intéressant de pouvoir récupérer, hein, tout le monde est dans le mode récupération, réutilisation. Donc SpaceX, c'est un peu leur dada, par exemple. Le truc qui est un peu compliqué pour l'instant, c'est que pour réentrer dans l'atmosphère, il faut des protections, quoi. Là, par exemple, ça va fondre et ça va finir en cendres et au bout, on ne verra plus que les vis. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais en discutant avec Claude Soria, qui a discuté avec Thierry, c'est avoir une mission Fab Lab, une mission CubeSat Fab Lab, qui utiliserait LibreCube comme base. Il serait intéressant de voir comment on peut construire un satellite en orbite. Donc dans l'esprit maker, faire un satellite en orbite. Donc ici on a la forme de ce qui peut être envoyé. C'est pas évident de se dire on va faire de l'impression 3D avec ça. Mais si on imagine d'autres procédés, par exemple avec des satellites qui envoient des fils et les satellites deviennent des araignées qui se baladent sur ces fils, qui se collent entre eux et puis qui après construisent autre chose. On peut imaginer des grandes structures ou autre chose, quoi. Donc sans essayer d'avoir de frontières à l'imagination. Mais voilà, j'ai pas vraiment répondu à ta question pour l'instant. Si, pour l'instant on les récupère pas, ça devient des débris. Oui, micro. Micro là-bas aussi. Il faut 4 micros là-bas. Bonjour. En fait, c'est plusieurs questions. Je voulais savoir à quelle altitude les satellites sont lancés. Est-ce qu'ils sont lancés sur les mêmes orbites de satellites défilants classiques? Et comment les satellites récupèrent l'énergie? Est-ce qu'il y a des panneaux qui se déplient? Ouais. Ou est-ce que c'est tout autour? Et en cas de manœuvre d'évitement,
Est-ce qu'il peut être manœuvrable ou des choses comme ça? Oui, alors suivant l'orbite, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs orbites. Il y a des orbites dites basses, autour de 300-400 km. Ensuite, il y a des orbites un peu plus hautes, autour de 600 jusqu'à 800 km. Et ensuite, on a d'autres types de satellites qui vont être d'autres types d'orbites. Mais entre les deux, on a cet espace de débris. Donc, je réponds à ta première question qui est quelle est l'orbite. Donc, en général, pour les CubeSats, on va être sur des orbites basses parce qu'on veut qu'ils retombent. Donc, ils vont perdre de l'énergie puis ils vont retomber. Concernant les panneaux solaires, donc comment avoir de l'électricité là pour faire fonctionner ma Raspberry Pi si j'en mets une à l'intérieur. Donc, en général, on a des panneaux solaires sur toutes les faces. Et sur les satellites qui sont un peu plus grands, qui ont besoin de plus d'énergie, on a aussi des panneaux qui se déplient. Donc, ce qui permet d'avoir de l'énergie un peu dans tous les sens. Ce qui est un peu compliqué, okay, on termine. Ce qui est un peu compliqué, c'est de s'orienter. Comme je disais tout à l'heure, on est un peu en mode passif pour l'instant, c'est-à-dire qu'on se cale sur les lignes de champ magnétique de la Terre, ce qui marche pas mal. Mais maintenant, il y a des gens à l'université américaine qui construisent des thrusters, des propulseurs qui font la taille de mon pouce, pour pouvoir justement éviter, changer d'attitude, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas d'évitement d'obstacles, et à 3 km par seconde, on ne voit pas les choses arriver. Donc, si jamais il y a collision, il y a collision. Mais bon, la probabilité est faible, vu le petit objet. Voilà. Bon, je vous remercie, en tout cas, pour les questions. Après, venez me voir, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à tout. Et bonne continuation, bon festival.